Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter le 16e résumé des cours de physique. Il s'agit du mouvement d'une particule chargée, bien sûr électriquement, dans un champ magnétique uniforme. On commence. On commence par une définition, donc une information qui va nous intéresser. Une particule ayant une charge électrique Q et une vitesse V dans un champ magnétique uniforme B subit une action magnétique F appelée la force de Lorentz. Alors toute particule qui possède une charge électrique et qui est en mouvement dans un champ magnétique, elle va subir une force ou bien une action magnétique qu'on appelle la force de Lorentz ou bien tout simplement la force magnétique. Ça veut dire quoi uniforme? C'est-à-dire que l'espace où règne le champ est un espace uniforme. C'est-à-dire dans tous les points de l'espace, on a le même sens, la même direction et la même intensité du champ magnétique. Alors, maintenant, l'expression vectorielle de la force de Lorentz, l'expression de la relation. Donc, par définition, la force de Lorentz égale au produit vectoriel de QV fois B, ou bien QV vectoriel B. Voilà, ça c'est par définition à connaître par cœur. Q c'est la charge de la particule, V c'est sa vitesse et B le champ magnétique. Maintenant, on va donner l'intensité, l'expression de l'intensité de la force de Lorentz. Donc l'intensité égale à l'intensité de la charge, parce qu'il peut être positif comme il peut être négatif, fois la vitesse, fois l'intensité du champ magnétique, fois sinus de l'angle entre B et V. Dans notre programme, on aura toujours un seul cas, c'est ça le programme que vous avez, un champ magnétique ou bien une vitesse qui est perpendiculaire au champ. C'est-à-dire il y a un angle de pi sur 2, 90 degrés, d'où le sinus égale à 1. Le produit vectoriel, c'est toujours le module fois sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Dans ce cas, on a un cas simple, c'est-à-dire on aura la valeur absolue de la charge fois la vitesse fois l'intensité du champ magnétique. On va voir dans les exercices l'intensité, l'unité du champ magnétique, c'est le Tesla. Voilà, avec un T majuscule. Maintenant, comment on peut déterminer les caractéristiques de la force de Lorentz? Donc, le produit vectoriel, on sait que la force, le troisième vecteur, ça c'est le premier vecteur, le deuxième vecteur et le troisième. C'est-à-dire le résultat, ce vecteur, il est toujours perpendiculaire au premier vecteur et perpendiculaire au deuxième vecteur, si vous avez bien étudié le produit vectoriel. Alors, on va utiliser une méthode, ce qu'on appelle la méthode de la main droite tendue. Voilà, je vais la représenter. Alors, il faut tendre les doigts et suivre, il faut orienter les doigts dans le sens de Q fois V, c'est-à-dire si vous avez la charge positive, il faut suivre le sens de la vitesse. Si vous avez la charge négative, il faut suivre le sens inverse de la vitesse. La paume de la main, elle doit être toujours orientée dans le sens du champ magnétique. Alors vous tirez, vous allez tendre ici le pouce et vous allez trouver le sens de la force de Lorentz. Il y en a qui préfèrent la règle des 3 doigts de la main droite. On va trouver le même résultat. Alors dans ce cas, le pouce, il doit suivre le sens de Q fois V si la charge est positive, ou bien l'inverse de la vitesse si vous avez la charge est négative. Ici, vous allez l'index, vous allez orienter votre index dans le sens du champ magnétique et le majeur, il va vous donner le sens de la force de Lorentz. Il y a d'autres méthodes, il y a d'autres règles, le tire-bouchon, le bonhomme d'ampère et tout ça. Donc, on va se contenter de ces deux règles. Moi, je préfère la règle de la main tendue ou bien la main droite tendue. On va voir ça plus en détail dans les exercices. Maintenant, il ne faut pas oublier que la force de Lorentz, elle est toujours perpendiculaire à la vitesse, je l'ai dit ici, elle est toujours perpendiculaire au champ magnétique. Et dans notre programme, on a toujours la vitesse perpendiculaire au champ magnétique. Maintenant, on va faire une étude théorique, c'est-à-dire on va considérer une particule
qui est en mouvement dans un champ magnétique uniforme. Alors on va ici, pour le bilan des forces, on va négliger le poids des particules. Quelles sont les particules que nous allons étudier? Soit les électrons, soit des ions positifs, soit des ions négatifs, soit des protons. Voilà, c'est ça les cas de figure possibles. Alors le poids, il est toujours négligeable, donc on va se contenter tout simplement de la force magnétique. D'après la deuxième loi de Newton, F égale à 1 fois AG. Alors, pour étudier, on va faire la projection sur la tangente de la base de Freinet. D'accord? On a un repère terrestre, OX, OY, OZ, mais on ne fait pas la projection sur OX, ni sur OY, ni sur OZ. On va utiliser ce qu'on appelle la base de Freinet. Alors, suivant la tangente, on va obtenir la projection de F sur la tangente FT, la projection de l'accélération, on obtient l'accélération tangentielle, et la projection de F sur la tangente. Lorsque vous dites projection de F sur la tangente, c'est-à-dire vous faites la projection sur la vitesse. Pourquoi? Parce que la vitesse, elle est toujours portée par la tangente. La vitesse, elle est toujours sur la tangente. Et puisque F est perpendiculaire à la vitesse, ça veut dire que F elle est perpendiculaire à la tangente. Donc sa projection, ça donne 0. Dans ce cas, on aura 0 égale à 1 fois l'accélération tangentielle. Et par définition, c'est quoi l'accélération tangentielle? C'est la dérivée de la vitesse. La masse est différente de 0, donc c'est la dérivée qui vaut 0. Donc la dérivée, elle vaut 0, ça veut dire que la vitesse, elle est constante. Donc l'intensité de la vitesse au cours de son mouvement, la vitesse de la particule, cette intensité, elle reste constante. Donc, elle sera toujours égale à la vitesse initiale, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle on a commencé le mouvement. Si on commence par 10 mètres par seconde, ben, on aura toujours 10 mètres par seconde. On n'a pas montré le vecteur, c'est juste l'intensité. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? On déduit que le mouvement est uniforme, puisque la vitesse, le module ou bien l'intensité de la vitesse ne varie pas. Alors maintenant, on va chercher la nature de la trajectoire. Pour cela, on va faire la projection sur la direction normale de la base de Freinet. La projection de F, c'est Fn. La projection de l'accélération, c'est An, ce qu'on appelle l'accélération normale. Et puisque F est perpendiculaire à la tangente, donc forcément, elle est portée par la normale. Elle est sur la normale, vers l'intérieur de la normale, vers l'intérieur de la trajectoire. Toujours, donc, puisqu'elle est une force qui fait dévier la particule. Alors, dans ce cas F, la force ou bien la composante normale, c'est exactement la force F. Et on a montré que la force F, c'est égal, dans la première partie, c'est égal à la valeur absolue de la charge, fois la vitesse, donc puisqu'elle est constante, c'est la vitesse initiale, fois le champ magnétique, l'intensité du champ magnétique. M est l'accélération normale, par définition, c'est V0 au carré sur R. Qu'est-ce que je fais ici? Je suppose que la trajectoire est circulaire et je dois le prouver. Donc, si je trouve que le rayon, ce qu'on appelle le rayon de courbure, si je trouve que cette valeur est constante, donc forcément, nous avons une courbure qui est constante, c'est-à-dire un cercle. Voilà, je tire l'expression de R. Donc, je simplifie la vitesse puisqu'ici, vous avez V au carré. On trouve égal à 1 fois V0 sur la charge fois B. La masse constante, la charge constante, le champ uniforme, donc son intensité constante, et on a montré que la vitesse, elle est constante. Donc, toute cette quantité, elle est constante, le rayon de courbure, elle est constant, donc forcément, la trajectoire est un cercle. Alors, on va déduire que le mouvement, il est circulaire. Alors, avant, on a montré que le mouvement est uniforme, ici, on a montré que la trajectoire est circulaire. Si je réunis les deux conclusions, on va dire que le mouvement de la particule est circulaire uniforme. Et ça sera toujours le cas dans les exercices. Maintenant, on va étudier un cas particulier, ce qu'on appelle la déviation magnétique. Donc, si je considère un champ magnétique, je suppose que j'ai ici dans cet espace un champ magnétique B. Cette représentation, un cercle avec un point, ça veut dire que le champ, il est perpendiculaire à la surface de la feuille ici. Il est dirigé vers l'intérieur, vers nous. D'accord? Il est dirigé vers nous. Donc ça, c'est le champ B. Et je considère une vitesse, ici une particule. Voilà, donc ça, c'est la largeur du champ. Donc à l'occasion, on va prendre un champ avec une largeur très petite. Ici, j'ai exagéré un petit peu. C'est juste pour pouvoir bien représenter les trajectoires. Alors, je considère une particule qui arrive avec une vitesse initiale V0.
La vitesse, elle est perpendiculaire au champ magnétique. Je répète, le champ magnétique, le point que vous avez ici, ça veut dire que le vecteur, elle est pointé vers nous, est perpendiculaire à la feuille que vous avez devant vous. Alors maintenant, on va chercher la direction de la force de Lorentz. Si j'applique la règle de la main droite, alors je considère premièrement que j'ai ici une charge positive. Donc avec la main droite, je tends les doigts de la main droite dans le sens de la vitesse, puisque la charge est positive, et j'oriente la paume de la main vers nous, d'accord? Alors on va obtenir une force, donc le pouce, il sera orienté vers le bas. Donc ça, c'est la force de Lorentz. Alors quand la particule, voilà, elle a une trajectoire rectiligne, mais à cause de la force, elle sera déviée vers le bas. Et voilà la trajectoire. J'ai représenté un arc de cercle puisqu'on a montré que le mouvement, il est circulaire. Mais à partir de ce point, ce qu'on appelle le point de sortie, voilà, la particule, elle va sortir du champ. Alors s'il sort du champ, il ne sera plus soumise à la force de Lorentz. Donc il va avoir une trajectoire rectiligne. Comment je peux déterminer la trajectoire? En représentant la vitesse de sortie. Donc la vitesse, je représente la vitesse d'une manière tangente. Et cette vitesse, elle va nous donner la suite du mouvement, qui sera un mouvement rectiligne. Donc avant un mouvement rectiligne, mouvement circulaire, puis mouvement rectiligne. Alors le champ, l'effet du champ, c'est qu'elle a fait une déviation. Si on n'a pas le champ, la particule, elle va continuer tout droit. Mais à cause du champ, elle a été déviée vers le bas. Donc on a ici une déviation et on va chercher ce qu'on appelle la déviation magnétique. Pour cela, on va mettre un écran ici, voilà, fluorescent. Donc ici, l'écran, elle est éloigné du point d'entrée par une distance L. Cette distance L, elle est beaucoup plus grande que la distance petit l, d'accord? Donc petit l, elle est négligeable par rapport à L. C'est toujours le cas, même si le schéma, ça ne se voit pas, mais je ne peux pas représenter ici un champ avec 2-3 mm, d'accord? C'est juste pour pouvoir expliquer. Alors n'oubliez pas que la largeur du champ, elle est négligeable par rapport à la distance de l'écran. Voilà le point d'impact. La particule, elle va entrer dans le champ, elle sera déviée, elle va quitter le champ, elle va impacter l'écran en ce point que je vais appeler le point B. Alors si on n'avait pas le champ magnétique, donc la particule va continuer directement tout droit. Elle sera ici, voilà la trajectoire qu'on va avoir, et voilà le point d'impact. Mais à cause du champ, la particule n'a pas atteint le point A, mais elle est arrivée au point B. Toute cette distance, c'est ce qu'on appelle la déviation. Donc la particule s'est éloignée de son point de départ. Cette distance dn, c'est ce qu'on appelle la déviation magnétique. Alors comment on va déterminer la déviation? C'est-à-dire on va déterminer la distance AB. Alors si je prolonge la direction finale, voilà. Donc voilà la direction initiale et voilà la direction finale après le champ magnétique. Ici, on va voir un angle, ici, ce qu'on appelle l'angle de déviation. Ça aussi, on peut le calculer dans les exercices. Cette distance, ça s'appelle la déviation magnétique. Et l'angle que vous avez ici, on l'appelle l'angle de déviation magnétique. Voilà. Alors maintenant, je vais considérer ce triangle IAB, qui est un triangle rectangle. Et j'applique tangente de l'angle alpha. Voilà. Donc, tangente de l'angle alpha, nous, on va étudier des déviations de faible valeur, c'est-à-dire l'angle alpha, il est toujours très petit. Donc, je peux dire que tangente alpha, c'est à peu près alpha. Et c'est quoi tangente? C'est le côté opposé, c'est-à-dire BN, sur le côté adjacent, c'est-à-dire IA. Voilà. Et c'est quoi IA d'après le schéma? C'est quoi cette distance IA? C'est toute la distance OA, qui est exactement égale à L, moins la distance OI. C'est ce que j'ai fait ici, L moins OI. Et puisque L, elle est négligeable par rapport à L, OI est encore plus petite que L. Donc OI aussi, elle sera négligeable par rapport à L. Et on peut dire que L moins OI, je néglige OI, et je dis c'est à peu près égal à dm sur L. Alors maintenant, comment on va déterminer dm? On connaît L, mais on ne connaît pas alpha. Pour cela, on va faire, voilà, donc on va utiliser, ici nous avons un arc de cercle, donc je vais déterminer le rayon de ce cercle. Donc pour tracer le rayon, il doit être perpendiculaire à la tangente. Voilà, je représente le rayon. Ici vous avez un angle droit, voilà, donc ça c'est forcément le rayon, et ça c'est le centre. Voilà,
Donc voilà le centre de l'arc circulaire ou bien de la trajectoire circulaire. Alors l'angle que vous avez ici, forcément il vaut la même valeur que cet angle. C'est ce qu'on appelle les angles à côté perpendiculaires. Le premier côté de cet angle perpendiculaire au premier côté et le deuxième côté ici est perpendiculaire au deuxième côté. On ne va pas vous demander l'explication à savoir et à utiliser. Donc si vous avez ici 30 degrés, on ne va pas avoir 30 degrés. Si vous avez 5, 6, 3, 4 degrés, vous allez avoir ici la même valeur. Maintenant, je vais tracer une projection perpendiculaire ici. Voilà, donc j'ai ici un angle droit et je considère le triangle suivant. Et je vais appliquer sinus. Je vais utiliser la fonction sinus. Quel sera le sinus de l'angle alpha? C'est le côté opposé, c'est-à-dire toute cette distance, ce segment ici, qui est exactement la largeur du champ. Donc je peux dire que sinus alpha égale à cette distance, c'est-à-dire petit l, sur l'hypoténuse qui est exactement le rayon. Et je vais l'écrire ici. Sinus alpha, là aussi on a un petit angle. Je peux dire que sinus alpha c'est à peu près alpha, égale à L sur R. Voilà, donc ici nous avons deux expressions de alpha. Je peux dire que dm sur L c'est à peu près égal à L sur R. Voilà pour conclure. Et je tire l'expression de la déviation magnétique égale à L fois L sur R. Si vous avez dans l'exercice la position de l'écran L, vous avez la largeur du champ magnétique et vous avez déjà calculé dans les questions précédentes le rayon. Vous faites l'application numérique. Sinon, vous remplacez le rayon par son expression. C'est ce que je vais faire ici. Donc finalement, on obtient l'expression, j'ai remplacé R, on obtient l'expression finale, la déviation magnétique égale à grand L fois petit l fois la charge fois B sur la masse fois V0, bien sûr, de la particule chargée. Voilà, j'espère que c'est clair. On va pratiquer tout ça dans les questions des exercices qui vont suivre. Bon courage, merci.